Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. Imaginons un peu la scène. Nichée tout en haut d'une falaise majestueuse qui surplombe l'océan Pacifique, sur l'île volcanique d'Ashijo-jima, se dresse une gigantesque machine architecturale totalement à l'arrêt. C'est l'Ashijo Oriental Resort. À la base, c'est une structure massive, conçue pour tourner à plein régime, mais dont le moteur s'est soudainement tu il y a des décennies de ça. Aujourd'hui, on va explorer la mécanique de cet arrêt sur image spectaculaire, on va observer ces immenses hôtels japonais abandonnés, un peu comme on regarderait de gigantesques rouages complètement figés dans le temps. Et ce qui est incroyable, c'est que lorsqu'on s'aventure à l'intérieur de ces ruines modernes, l'expérience sensorielle est totale. Faut vraiment oublier les clichés des endroits glauques ou horrifiques, ce n'est pas du tout ça. L'atmosphère est complètement différente. En fait, explorer ces espaces, ça ressemble beaucoup plus à une balade suspendue dans un film de Hayao Miyazaki. On assiste ici à ce que la culture japonaise décrit parfois comme le charme de l'impermanence. C'est une sorte de mélancolie esthétique, une conversation silencieuse et continue où l'architecture humaine cède tout simplement sa place à une nature environnante qui reprend le contrôle des opérations. Ce qui nous amène à cette première grande idée, le charme de l'impermanence, ou cette conversation silencieuse entre la nature et l'architecture. Pour bien saisir toute la complexité de ce phénomène, il faut un peu changer notre façon de voir les choses. Au lieu de regarder tout ça simplement comme de vieilles bâtisses oubliées, mettons-nous dans la peau d'un mécanicien aéronautique qui examinerait un moteur en panne de très haute précision. L'objectif, c'est de décortiquer les systèmes pour comprendre comment cette magnifique machinerie a été construite et surtout comment elle est déconstruite aujourd'hui. L'Agige Oriental Resort illustre ça brillamment. À sa grande époque, on le surnommait affectueusement le Prada de l'hôtellerie japonaise. Rien que ça, il représentait vraiment l'apogée du luxe, une forteresse de béton aux inspirations baroques. Mais aujourd'hui, ce mastodonte contraste violemment avec la jungle subtropicale qui dévore ses fondations. C'est devenu une colossale capsule temporelle. Passons maintenant à l'âge d'or économique et à ce véritable moteur financier des années 60. Mais du coup, qu'est-ce qui a bien pu fournir le carburant nécessaire pour bâtir des infrastructures aussi folles? Quel était le vrai moteur derrière cette ambition colossale? Observons le cycle de vie de ce phénomène étape par étape. Dans les années 1960, il faut savoir que les voyages à l'étranger sont un luxe totalement inatteignable pour la classe moyenne japonaise. Le gouvernement décide alors d'agir comme un véritable démarreur économique. Il encourage massivement le tourisme intérieur. C'est l'étincelle qui lance un boom sans précédent. Des îles volcaniques super isolées sont propulsées au rang de Hawaï du Japon et on y construit ces immenses complexes à l'européenne. Et puis, la panne sèche. Des crises économiques locales éclatent. Le moteur financier lâche d'un coup, condamnant ces palais grandioses à fermer du jour au lendemain, de manière totalement inattendue. Ce qui provoque immanquablement une rupture temporelle, un arrêt mécanique totalement soudain. Et la soudaineté de cette histoire est vraiment ce qui frappe le plus, parce que l'effondrement de ces structures, ce n'est absolument pas un démantèlement lent et planifié. Pas du tout, c'est une rupture temporelle ultra nette, un arrêt instantané ou une défaillance systémique très localisée a littéralement paralysé tout l'écosystème en un clin d'œil. Le contraste sensoriel que ça génère est saisissant. D'un côté, on a l'état prévu à l'origine, des lustres en cristal majestueux, des menus proposant des plats gastronomiques, des tables parfaitement dressées pour des convives évaporés. Et de l'autre, la réalité d'aujourd'hui, des touches de piano en ivoire jaunies par l'air marin, une lumière filtrée par l'épaisse poussière, des téléphones à cadran qui n'ont jamais été débranchés et des pantoufles encore parfaitement alignées devant les portes des chambres traditionnelles washisu. Le temps et les opérations quotidiennes se sont littéralement figés sur place. C'est complètement fascinant. C'est là qu'on entre dans la physique de la déconstruction, quand l'entropie et les lois de la physique prennent le relais. Regardons d'un peu plus près comment ça s'articule concrètement quand l'homme disparaît de l'équation. C'est le grand terrain de jeu de l'entropie. Dès que la maintenance s'arrête, les lois immuables de la physique et de la biologie s'activent pour déconstruire le bâtiment, transformant l'architecture en un gigantesque laboratoire à ciel ouvert. On peut d'ailleurs cartographier très précisément la physique de cette décomposition mécanique. Étape 1. Le stress environnemental crée des micro-fissures dans le béton, ce qui ouvre de petites brèches pour les intrusions organiques. Étape 2, l'humidité marine s'infiltre absolument partout, modifiant la densité du bois. Étape 3, et c'est sans doute le plus spectaculaire, les racines des glycines s'enroulent carrément autour des rampes en fer forgé, utilisant ce métal froid comme tuteur pour créer de véritables sculptures organiques. Et enfin, étape 4, d'épaisses fougères s'installent dans les anciens couloirs de luxe, tissant un tapis vert émeraude qui remplace les vieilles moquettes. La nature désarticule méthodiquement la machine humaine. Et honnêtement, cette déconstruction physique n'a rien de triste ou de désolant. Au contraire, elle engendre une beauté d'une sérénité absolue.
Les fractures dans les immenses baies vitrées jouent avec la lumière du soleil de manière totalement aléatoire et imprévisible. Les fines couches de poussière créent des espèces de voiles scintillants qui semblent presque protéger le cristal qui reste. Mais surtout, on assiste à un basculement acoustique majeur. L'ancien bourdonnement électrique des machines a cédé sa place à un silence profond, uniquement rythmé par le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles. C'est une puissante leçon d'humilité structurelle. Tout ceci nous pousse inévitablement à nous questionner sur l'avenir de nos villes, sur notre propre destin architectural ultime. Parce que toute cette minutieuse analyse nous ramène forcément à nos propres constructions. Ces gigantesques ruines nous racontent avant tout l'histoire d'ambitions folles, de rêves de grandeur. Mais elles montrent aussi, de manière assez brutale, la futilité de ces efforts monumentaux face au cycle inaltérable des saisons. Ça remet directement en question la durabilité à long terme de nos systèmes urbains actuels. L'image d'une petite fougère délicate qui réussit à se frayer doucement un chemin à travers les mécanismes complexes et rouillés d'une machine à écrire abandonnée, eh bien ça résume toute cette philosophie. C'est la preuve visuelle, absolue, que les lois physiques de la nature finissent toujours, invariablement, par surpasser et déconstruire la mécanique de l'homme. Ce qui nous amène à cette réflexion finale, primordiale à garder en tête quand on regarde le monde qui nous entoure. En contemplant les immenses tours de bureaux en verre étincelant, nos centres commerciaux démesurés ou toutes ces infrastructures ultra connectées qui façonnent notre quotidien, on est en droit de se poser une question évidente. Que restera-t-il de nos propres paysages urbains dans un demi-siècle, lorsque pour une raison ou une autre, notre grande machine s'arrêtera à son tour? C'est sur cette perspective fascinante que se clôture notre analyse d'aujourd'hui.